Voici une nouvelle vidéo de Rituel Magie Blanche et Conspiration en vous présentant un pamphlet sioniste de 1914 que l'on pouvait acheter pour 50 centimes sur certaines zones de Paris. Si vous êtes gilet jaune ou intéressé par le nouvel ordre mondial, ce livre va vous mettre hors de vous et voir que l'arnaque de la démocratie française n'est que du vent en poudre depuis plus d'un siècle. Donc je vais vous lire une partie du droit de la race supérieure de Urbain Goyer, utilisant un nom d'emprunt. Soyez très attentifs durant ces 16 minutes, car ensuite je vous explique pourquoi un goy franc-maçon comme Urbain Goyer n'a pas pu écrire ce pamphlet. On commence la lecture. Du même auteur, À nous la France. Paraîtra prochainement le livre Comment nous tenons les Français. Enfin le peuple juif est maître de la France. Les gouvernements et des nations reconnaissent le fait officiellement. Alphonse XIII, roi d'Espagne, de la maison de Bourbon, est venu en France. Au mois de novembre 1913, il est allé chez le président Poincaré pour une partie de chasse à Rambouillet. Mais il est allé chez notre Édouard de Rothschild pour traiter des affaires de l'Espagne avec la France. Sa Majesté catholique, le roi d'Espagne, hôte d'un juif, Charles Quint, Philippe II, Henri IV, n'avait pas prévu ça. Lorsque Carlos de Portugal accrochait le grand cordon de l'ordre du Christ après un Rothschild, il ne prostituait aux Juifs que son Dieu. Alphonse XIII s'est prostitué lui-même. Ferdinand, tsar de Bulgarie, des maisons d'Orléans et de Cobourg, venant de France, pour traiter des affaires de son pays, n'avait même rendu visite au président Fayer. Il était arrivé directement chez notre Joseph Reynac et il avait trouvé des ministres de la République. Notre conquête est désormais un événement accompli. J'ai expliqué que nous ne voulons pas faire sortir de France les Français, comme l'ont dit témérairement quelques-uns des nôtres, exaltés par la victoire. Nous ne supprimons que les Français rebelles à notre domination, c'est-à-dire une poignée d'énergumènes. La masse docile et laborieuse, les indigènes, nous est nécessaire, ainsi que les hôtes étaient nécessaires aux Spartiates en Laconie, et que les hindous sont nécessaires aux Anglais en Hindoustan. Il nous suffit de faire tenir en main les rouages directeurs du pays et d'exercer le commandement. Lorsque la police de la République s'est décidée à perquisitionner chez Reynac, le bandit des chemins de fer du Sud, du Panama, et des lits militaires, elle y trouvait des dossiers diplomatiques que le ministère des Affaires étrangères avait refusé de communiquer à la commission parlementaire en raison du secret d'État. Nos secrets d'État sont en sûreté chez les Reynac, de Francfort am Main. C'est en relation avec l'autre livre que je vous parlerai de À nous la France. Continuons. Nous pouvons exercer au grand jour. Pendant les 30 premières années de la République, nous avons dissimulé notre puissance et nos progrès avec le XXe siècle. L'ère juive s'est ouverte, nous régnons et nous entendons que le monde le sache. Nous régnons sur la France en vertu du même droit qu'ont invoqué les Européens pour anéantir les peaux rouges et pour asservir les Cafres et les Congolais. Le droit de la race supérieure sur une race inférieure est une loi de nature. La supériorité de la race juive et de son droit à la domination sont établis par le fait même de cette domination. Les vaincus s'inclinent devant l'évidence. L'indigène français ne manque pas d'une certaine intelligence, il commence à comprendre ce qu'il veut gagner en acceptant l'inévitable. Il sollicite nos enseignements, nos conseils, nos impulsions dans tous les ordres d'activité politique, économique, artistique, philosophique, littéraire. C'est à l'école primaire, au lycée, à la Sorbonne et dans les grands établissements d'enseignement supérieur que se forment toutes les classes de la nation, que la plèbe acquiert les quelques notions sur lesquelles elle vivra toute sa vie et que la bourgeoisie amasse ses idées telles tient ensuite pour définitives. Sagement, nous étions emparés de l'instruction publique à tous les degrés avant de démasquer notre sein politique. L'université, ses conseils, ses programmes sont entre nos mains, les plus modestes manuels de l'école primaire comme les chaires les plus orgueilleuses des facultés subissent notre censure. À l'école normale supérieure comme à l'école polytechnique, nos hommes contrôlent tout, décident de tout. Une grande partie des éditeurs qui publient les livres scolaires sont juifs.
Les professeurs indigènes qui travaillent à leur gage doivent se conformer à notre pensée. La Sorbonne entière nous est dévouée. Le Collège de France tremble devant nous. Dans la scandaleuse affaire Curie, les pontifes et les maîtres de la culture française ont fait bloc contre la mère de famille française pour servir notre sœur Salomé Slodowska. Nous avons expurgé l'histoire française de ces fastes par notre volonté. Les indigènes français ignorent ou renient les siècles de leur passé qui précèdent notre avènement. Ils croient que la France était plongée dans la barbarie, dans le fanatisme, dans la servitude, dans la misère, avant l'époque où les Juifs affranchis se dévouèrent à l'affranchir. L'histoire de France n'est plus que l'histoire de la conquête de la France par Israël. Commençant par l'intervention des loges maçonniques à la fin du XVIIIe siècle, s'achevant en apothéose au XXe siècle, en même temps que nous effaçons les programmes ou que nous supprimons de l'enseignement effectif ces inutiles légendes, ces absurdes réveils du passé, disait Joseph Reinach dès 1895. Nous proscrivons ce que les Français appelaient naïvement l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire de nos tribulations, le tableau de nos superstitions, le récit de nos fureurs et la mémoire de nos origines. Interrogés à l'arrivée de la classe dans les casernes, les conscrits français qui composent bientôt le corps électoral, ils diront volontiers que Louis XI était le père de Louis XII et le grand-père de Louis XIV. Tous les tyrans imbéciles, lubriques et féroces, ou que Jeanne d'Arc fut un général de Napoléon, ils ne pourront pas dire que les Juifs arrivent de Palestine par les ghettos de Russie et d'Allemagne, car 200 000 instituteurs surveillés de près leur enseignent qu'un Juif est un Normand, un Provençal ou un Lorrain de religion particulière, aussi bon et vrai français que les autochtones. Nous avons ouvert à Paris une école des hautes études sociales pour enseigner à la jeunesse bourgeoise la morale, la philosophie, la pédagogie, la sociologie, le journalisme et tout ce qui touche à la vie publique. Les administrateurs avec un général qui porte le nom prédestiné de Bazaine s'appellent Théodore Reinach et Bernard. Le conseil de direction comprend nos juifs Eugène C., Félix Alcan, Dick May, juive secrétaire général, Diel Durkheim, Joseph Reinach, Félix Michel. Les professeurs pour 1913-1914, avec quelques indigènes, dont la soumission aveugle nous est garantie, s'appellent Théodore Reinach, Léon, Frédel, Crupi-Crémieux, tous remplissent d'ailleurs des fonctions importantes des postes de commandement dans la haute université ou dans les administrations centrales. Nous a-t-on assez jeté à la face autrefois le nom de nos ghettos? Eh bien, nous avons fait de la Sorbonne un ghetto, de l'université un ghetto, des grandes écoles françaises autant de ghettos. C'est dans le ghetto des hautes études sociales que les jeunes Français de la classe, aisés ou riches, viennent apprendre à penser, apprendre à vivre la vie publique, modeler leur pensée sur la pensée juive, abolir leur instinct héréditaire devant la volonté juive, exercer au seul rôle que nous leur permettions d'ambitionner au rôle de zélés serviteurs des parfaits valets d'Israël. Mais nos jeunes juifs gardent toujours la présence quand Lévi Brûle, président des jurys de philosophie, décerne les diplômes à la Sorbonne. Il nomme d'abord les élèves d'Abraham, Durkheim, Fliegenmeyer, Ginsberg, Israël Lambrecht, Kaplun, Lippmann, Gutmann et Speyer, et ensuite les indigènes. Notre Joseph Reinach vice-préside la commission de l'armée, la commission chargée de fouiller les archives de la Révolution, la commission chargée d'explorer les documents diplomatiques du Second Empire et d'éclairer les causes de la guerre franco-allemande, ont à leur tête Joseph Reinach. Tous les secrets militaires, tous les dossiers historiques sont à la merci de Joseph Reinach. Quand Joseph Reinach descend de la tribune parlementaire où il vient de régler l'organisation de l'armée française, Théodore Reinach lui succède le 11 novembre 1913 pour défendre les vieilles églises de France contre le vandalisme des indigènes. Au congrès de l'enseignement, c'est Théodore Reinach qui propose contre les pères de famille indigènes les déchéances civiques, politiques et les peines infamantes s'ils ne livrent pas leurs enfants à l'instituteur approuvé d'Israël. C'est Théodore Reinach qui apprend la peine de rédiger le petit traité de grammaire pour enseigner aux Français leur propre langue. Et Joseph Reinach encore révèle aux lecteurs du matin, entre Blum, Porto Rico, Weil et Sauerschwein, que Corneille est l'auteur plus de faits. Les indigènes français montrèrent alors d'insolence
plus ils importent de les humilier, de les prosterner devant la famille juive qu'ils avaient aussi salir. Lorsque nos savants juifs auront enseigné le français aux indigènes de France, ils leur enseigneront encore l'hébreu et le yiddish, car il faut que les vaincus parlent la langue du vainqueur. C'est pourquoi nous avons placé à la direction de la Sûreté Générale, comme chef du service des déclarations de résidence, permis de séjour, admission à domicile et naturalisation, notre Grimbach, soit soigneusement choisi par l'Alliance israélite. C'est pourquoi aussi nous avons imposé au parquet et au tribunal de la Seine, pour nos immigrants juifs, une procédure spéciale pour les juifs. Pour les juifs et pour les juifs seulement, le tribunal et le parquet acceptent comme pièce d'identité suffisante, suppléant à tout état civil un acte de notoriété fabriqué par n'importe quel rabbin et certifié par 7 de nos frères. Ainsi, nos juifs prennent en arrivant les noms qui leur plaisent, dissimulent leur passé, leur condamnation, les raisons pour lesquelles ils cherchent refuge en France. Le parquet va jusqu'à dispenser les juifs seuls, de toute législation pour les pièces qu'ils veulent bien produire. Une signature de rabbin, lequel n'a même pas prouvé qu'il est rabbin, est un talisman devant lequel tout s'incline. Voilà comment nous avons pu installer dans Paris une armée de 50 000 juifs, ignorant le français, mais citoyens français. Les circonscriptions électorales, presque entières, ne parlent que notre langue. En Algérie, par exemple, à Paris, dans les 3e, 4e et 18e arrondissements. La liste électorale de Constantine se compose de plusieurs milliers de noms de nos Aouches, Zemmour, Zami, Zerbola, Kalfa, fils de Simon, Kalfa de Judas, Kalfa d'Abraham, Mardoché d'Abraham, Monchi de Mardoché, Nessim de Mardoché, législateur et ses ministres. Étienne Thompson ne savent pas le français, donc les Français doivent savoir le yiddish. Nous voulons que la génération prochaine, l'hébreu, soit langue officielle de la France, et au moins sur le même pied que le dialecte indigène. Dans une thèse approuvée par la Sorbonne et préfacée par M. Handler, professeur de faculté des lettres de Paris, notre docteur Pinès a suffisamment établi le yiddish est une langue littéraire illustrée par nos écrivains qui ont transformé en diamant les pierres de la route de l'exil, et bien digne de prendre rang à côté du jargon français. La Sorbonne a fait docteur S. lettres notre Pinès pour associer à sa démonstration. Il n'y a pas d'instituteurs juifs dans les écoles primaires publiques. Le salaire est trop maigre, mais l'état-major de l'enseignement primaire est peuplé de nos hommes. Dans les lycées de Paris, comme Janson de Sailly et Condorcet, nos juifs règlent tout. Jamais nous n'admettrons qu'un Français professât dans les écoles juives, qu'il enseigna l'histoire d'Israël et qu'il commenta nos livres saints devant les petits juifs. Les petits Français reçoivent les leçons de nos juifs et sont modelés à la pensée juive. Notez bien ce trait qui résume la situation des deux races. Dans aucune famille française, vous ne trouverez de domestiques juives, de servantes juives. Toutes nos familles juives sont servies par des domestiques français, la race supérieure servie par la race inférieure. Arrêtez-vous devant la banque Rothschild, rue Laffitte, ou devant l'hôtel de Rothschild, rue de Rivoli, de Saint-Florentin. Vous y trouverez des agents de police en tenue. Ils veillent sur notre chef, sur le maître de la France. Pas un crime, pas une catastrophe ne les détournait d'un instant de leur devoir, ce symbole de la France voué au service d'Israël. Voici un congrès de jeunes républicains qui se réunit sur l'estrade comme les hôtes d'honneur, Norenak, Strauss, Robinovitch. Les présidents secrétaires orateurs sont nos juifs, Hirsch, Stora, Lévy, Cahen, et les jeunes indigènes écoutent et ils obéissent. Voici une association de jeunes filles républicaines au comité de Mademoiselle Klein, Alvach, aux conférences des annales à l'œuvre du secrétariat féminin, dans les ligues pour les droits de la femme, pour le suffrage des femmes à la tête et des œuvres philanthropiques. Et les femmes françaises, des jeunes filles françaises dociles, conscientes de l'infériorité de leur race et de leur infériorité personnelle, se tiennent modestement devant la présidente juive, la conférencière juive, la directrice juive, comme les petites anamites et les petites malgaches autour d'une institutrice européenne, race supérieure, race inférieure. Ainsi, 38 millions d'indigènes français ne lisent que des revues et des journaux rédigés par nos juifs ou par des hommes à nous. Ils étudient leur histoire que dans les manuels fabriqués sous notre contrôle et leur auteur classique dans les éditions annotées, commentées par nos scribes. Morale, psychologique, politique, journalisme, art ou finance, ils ne connaissent rien que par nous. Et quand ils croient
boire de la bière française dans une brasserie poussée, ils boivent en réalité de la bière juive dans une brasserie Lévy des familles Lévy, Jacob et Rice, où ils croient armer leurs bateaux avec de l'artillerie française. Ils achètent en réalité leurs canons dans une usine Lévy. Incapables de produire et de vendre des objets nécessaires pour leur vie matérielle ou les œuvres nécessaires pour leur vie intellectuelle, comment les Français pourraient-ils se gouverner eux-mêmes? Comment pourraient-ils exploiter admirable pays que Jéhovah nous destinait depuis la destruction du Temple? Nous avons pris en main le pouvoir aux élections en 1910. 30 juifs étaient candidats, une dizaine ont été élus, c'est-à-dire que dans une dizaine de circonscriptions, les indigènes français ont déjà compris qu'ils ne trouveront pas parmi leurs frères les représentants comme nos juifs. La supériorité du juif éclate aux yeux du peuple. En 1914, nous aurons 2 fois plus de candidats, nous occuperons 2 fois plus de sièges. Je vous invite à télécharger le droit de la race supérieure. Vous allez pouvoir le télécharger dans sa version originale comme vous avez pu voir à l'écran, mais également dans sa version PDF et EPUB, version expliquée. Donc là, dans cette version expliquée, vous avez l'explication de qui est la mafia khazare juif, des Ashkénazis. Donc c'est pas une coïncidence que Adolf Hitler était membre du parti nazi. Il aurait dû s'appeler les Nazos et pas les nazis, parce que nazi en hébreu veut dire les princes, en relation à Lucifer. Donc tous ces blocs que vous voyez encadrés, ce sont des ajouts en dehors de ce livre qui vous expliquent toute la mécanique de la tromperie depuis plus de 2 siècles en France, comment une minorité d'immigrés des pays de l'Est ont infiltré la France d'une manière subversive, par également la corruption. Donc il faut savoir que ce ne sont pas tous les juifs, c'est une partie des juifs, essentiellement les Ashkénazes. Il faut savoir que dans le peuple juif, vous avez des antisémites qui s'appellent les sionistes, les adorateurs de Baal, de Moloch, du soleil, de Lucifer, comme Théodore Herzl, vraiment un antisémite, et qui est le créateur de l'État d'Israël. Vous aurez en gras des choses qui sont importantes à lire, que les Français sont considérés comme des indigènes, plutôt primaires, basiques intellectuellement, mais vous allez vous rendre compte également que certains indigènes, s'ils peuvent être jetés hors de France, ça les arrangerait à ces sionistes. Je vous invite également à découvrir mon autre vidéo sur À nous la France, du même énergumène franc-maçon Urbain Goyer qui se fait passer pour Isaac Blunchen. C'est-à-dire que ces 2 livres-là n'ont pas pu être écrits par un goy, parce qu'il faut être uniquement que juif et être introduit dans le milieu juif pour dire ces précisions de la vie de la haute parisienne de cette époque. C'est vraiment tellement évident que c'est un juif qui a écrit ça, sioniste, des beaux quartiers de Paris, comme par exemple le 16e arrondissement ou le 4e ou autre, pour que vous puissiez prendre conscience que ça fait 200 ans qu'on est trompé en France depuis la Révolution française, mais on a depuis 4000 ans été trompé par une minorité de cette mafia qui agit d'une manière subversive en utilisant la franc-maçonnerie, qui sont comme des juifs sionistes de synthèse à leurs ordres, et qu'ils se disent tellement liberté qu'ils sont emprisonnés dans leur organisation pyramidale. Jetez un coup d'œil également sur la vidéo À nous la France, parce que vous allez également adorer cette vidéo sur ce livre. Donc vous allez être également outré. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'étais surpris. Donc je me suis dit, il faut communiquer cette information, et en particulier aux Gilets jaunes, pour qu'ils découvrent une partie de la vérité, parce qu'on ne sait pas. Je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo, et n'hésitez pas également à aller sur Tipeee, parce que j'ai fait également un autre article sur le droit de la race supérieure. À tout de suite. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy
that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.